Allez, on est parti pour le point actu hardware du jour. Aujourd'hui, vendredi 2 juillet, et nous sommes sur la fin de saison, dernier épisode, dernier point actu hardware pour cette première saison. On ne sait pas encore s'il y aura de deuxième saison, mais c'était en tout cas très intéressant à faire. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai partagé ces moments, c'était assez incroyable. On fera bien sûr une petite conclusion à la fin. Mais d'abord, évoquons le programme de ce dernier point actu hardware. Rien d'extraordinaire, hein. On est sur un petit programme, ça sent l'été, on a moins d'annonces. Aujourd'hui, on parlera tout d'abord quelque chose qui est vraiment important dans Windows, hein, qui est un vrai symbole. Le blue screen de Windows disparaît sous Windows 11. Ou en tout cas, le blue screen sous sa forme actuelle c'est remplacé par un black screen. Donc voilà, on reviendra un peu sur les grandes heures de ce blue screen qui est devenu un fait et un mème par la suite. Le blue screen qui est né bien avant l'invention des mèmes. Donc voilà, une petite pensée à tous ces écrans bleus qui nous ont énervés maintes et maintes fois et qui ont pu nous faire rager à l'infini parfois quand on ne comprenait pas d'où ça venait ou quand la version de Windows n'était pas spécialement stable. Bref, on va en reparler. Ensuite, on parlera un peu de l'avenir après avoir vu le passé et le blue screen. On parlera du 3 nanomètres de TSMC et on connaît déjà les premiers clients, les premiers heureux bénéficiaires de ce 3 nanomètres par TSMC. TSMC qui est à l'heure actuelle à la pointe, hein, qui est l'entreprise capable de graver le plus finement et de produire en masse aussi. Parce que oui, IBM a fait des trucs, mais on est loin d'une production tout court, même pas une production de masse. Donc voilà, hein, le 3 nanomètres qui est dans pas si longtemps que ça, on a déjà quelques prévisions et ça va assez vite arriver. Et effectivement, certains vont bien en profiter avant les autres. On abordera ensuite des ventilateurs très chers de la marque Lianli. Alors ils sont très intéressants d'un point de vue technique, mais le prix est assez problématique, hein. Forcément, je ne serai pas objectif sur cette présentation de ventilateurs parce que j'aime trop Lianli, mais c'est très cher, c'est trop cher. Qu'on soit d'accord, c'est trop cher. On parlera rapidement de support de cartes graphiques avec des supports Jonesbo, des supports qui sont plutôt simples, deux versions, vraiment sobre, très très simple, et une version avec du RGB un peu plus claquant. Il y a quand même des questions là-dessus. Est-ce que c'est un vrai outil et quelque chose qui apporte réellement quelque chose autre que du design? À voir, suivant votre boîtier, votre carte graphique et la solidité de votre carte graphique une fois installée. Est-ce que ça bouge un peu? Est-ce que vous sentez que ça appuie trop sur les connecteurs? C'est à vous de juger, mais c'est quand même avant tout un outil design pour améliorer un peu le visu d'une config, surtout à l'heure des boîtiers avec vitre sur le côté. On finira sur les cartes graphiques, comme d'habitude, hein, on ne changera pas cette habitude. D'abord, on parlera de petits GPU chinois, des cartes graphiques chinoises avec des caractéristiques ok tiers. On n'est pas sur quelque chose de vraiment performant, on est loin d'être à la pointe de la technologie et de rivaliser avec les dernières générations, que ce soit Nvidia ou AMD. Mais on sait, hein, le prix, la disponibilité sur les cartes graphiques à l'heure actuelle sont des points très très importants, même peut-être plus que les performances, vu les problèmes à l'heure actuelle pour se procurer une carte, surtout si on ne veut pas mettre une somme astronomique. Donc à voir, hein, si ça débarque, à voir en termes de performance. Les promesses ne sont pas faramineuses, donc il y a moyen que ça soit tenu. Il faut se garder ça en tête. Mais le seul vrai test, ce sera est-ce que ça fait bien tourner les jeux, combien ça coûte et est-ce qu'il y en a en masse. Et ce sera
la seule chose qui nous intéresse, nous, clients et utilisateurs de cartes graphiques au quotidien. On finira avec les stocks et les prix, toujours et encore des cartes très peu accessibles, même si pas mal de références haut de gamme, assez peu de cartes en dessous des 1000 € comme d'habitude, c'est assez triste. Et exceptionnellement, on aura une petite phase conclusion pour faire un petit retour sur cette première saison, sur est-ce qu'il y aura une saison 2, même si j'ai déjà commencé à y répondre, et sur le programme de l'été en ce qui concerne l'actualité hardware, les différentes news que j'ai eu l'habitude de traiter au quotidien. On arrête ça pendant l'été, mais pas totalement, on aura des petits points ponctuels. C'est intéressant aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous en live, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir du monde et de l'échange sur le chat. Allez, avant de parler de la conclusion, on va quand même faire notre petit programme, bien sûr. On commence avec le blue screen. Le blue screen, voilà, pas vraiment besoin de le présenter, ce fameux écran bleu qui apparaît lors d'un problème majeur sur Windows, qui en général nous pose des problèmes, apparaît de façon inopinée, bien sûr, toujours au pire moment, et, et on ne sait pas toujours à quoi c'est dû, malheureusement. Parfois c'est logique, d'autres fois un peu moins, mais c'est aussi ça la magie de l'informatique, les bugs inconnus. Et du coup, sa disparition qui est quand même un peu triste. C'est vrai que c'est quelque chose qui remonte à longtemps, hein, au début de Windows, ce fameux blue screen. Et comme vous le voyez ici, le nouveau blue screen qui est remplacé en black screen sous Windows 11. Petite pensée, petite larme de tristesse, hein, pour le blue screen. Tout de même, petit retour historique. Première version des blue screen dans la version 2.0 de Windows en 1987. La plupart d'entre vous, moi compris, n'étions pas nés, clairement. Donc voilà, c'est une vraie histoire. Avant même que Internet soit monnaie courante, le blue screen était déjà présent. Blue screen qui a connu un pic de popularité probablement en 98 lors de la conférence de présentation de Windows 98. Incroyable, tout est dit dans la date. On va se regarder vite fait cette petite vidéo qui pour le coup est plutôt marrante. Voilà, on est quand même à l'occasion du Comdex de 1998 à Las Vegas. Alors vous imaginez, à Las Vegas, incroyable. Et présentation en live de Windows 98. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, et la fameuse apparition du blue screen en live et la petite phrase de Bill Gates qui dit du coup c'est ça qui se passe quand vous ne le payez pas. Voilà, donc du coup c'est quand même un sacré couac, hein, en live lors de la présentation de l'OS. On a le blue screen qui explique que tout a planté. Toujours assez cocasse, hein, la présentation de Microsoft, hein. On a connu des belles histoires. Du coup, voilà, hein, c'est un peu triste. Forcément, moi en 98, j'étais pas vieux, hein, j'ai pas vu ça en live et j'ai pas réagi en live, mais j'ai vu ces images depuis, clairement. Elles font partie de l'histoire de l'informatique, et le Blue Screen aussi en fait partie, et honnêtement, je suis un peu triste. Je suis un peu triste qu'ils aient changé ça. L'intérêt de changer cet écran bleu emblématique, il est assez moindre, à part, à part perdre ce fameux Blue Screen qui était connu par tout le monde. Donc, petite pensée pour le Blue Screen parti trop tôt et qui nous aura régalé, pas tout le temps, mais qui au moins a été compris de tout le monde, hein. Blue Screen sur un Windows, on sait tous que ça fait, et voilà, on est toujours un peu triste de perdre ce genre d'icône, de référence avec l'évolution et les changements, les mises à jour.
même si là, pas grand chose justifié à part avoir changement de graphisme. Franchement, moi je pense qu'ils auraient dû le garder, c'est un peu dommage. Ils peuvent revenir en arrière encore. Windows 11 n'est pas encore officiellement sorti, mais il y a peu de chance. Petite pensée émue au blue screen. On continue avec quelque chose qui n'a rien à voir. Là, on passe dans le futur. Après avoir vu un peu le passé, le blue screen en 98, on va parler du futur du 3 nanomètres de TSMC qui devrait arriver autour du second semestre 2023. On a encore un peu de temps, oui, clairement. Mais ça va arriver plus vite qu'on ne s'y attend. Clairement, 3 nanomètres va être très vite pris en main par tout le monde, hein, comme ça va l'être pour le 5 nanomètres qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore très répandu, à part Apple qui en bénéficie très largement. Tout le monde n'est pas encore passé au 5 nanomètres. AMD devrait y arriver prochainement. Intel, eux, ils sont un peu de leur côté. À l'heure actuelle, ils sont sur du 10 ou 14, suivant si c'est plateforme de bureau ou mobile. Normalement, la 12e génération devrait uniformiser ça en passant tout en 10 nanomètres, avec un procédé différent de gravure, vu que c'est un procédé maison Intel et que là on parle de TSMC. Donc les procédés n'ont pas grand chose à voir, même si à chaque fois on parle de finesse de gravure. Et là, visiblement, le 3 nanomètres, il serait en priorité d'abord pour Apple, mais ça, c'est pas vraiment étonnant. Ça a aussi été les premiers à bénéficier du 5 nanomètres. Donc qu'ils soient les premiers sur la file d'attente et qu'ils aient poussé pour être là, rien d'étonnant. Et en plus, TSMC, je pense que ça les intéresse grandement de garder Apple en fidèle client. Mais on voit aussi que Intel sera dans les premiers, en même temps qu'Apple, à bénéficier de ce 3 nanomètres, ce qui est quand même assez intéressant, sachant qu'Intel a une place un peu à part, vu que ils ont aussi leur fonderie, leur procédé propre de gravure pour des puces. Bien sûr, ils ne sont pas aux mêmes finesses de gravure, vu qu'à l'heure actuelle, leur procédé le plus fin, c'est du 10 nanomètres. Mais on n'est pas sur les mêmes procédés, du coup, on n'est pas exactement sur le même rapport en termes de finesse de gravure performance qu'on peut avoir chez TSMC. Donc c'est assez marrant que Intel, qui soit aussi quelqu'un qui fabrique, conceptualise, fabrique des puces et même maintenant accueille des clients externes pour faire des puces via leur procédé, des puces qu'ils n'ont pas conceptualisées. Ils viennent aussi sonner à la porte de TSMC qui est pour le coup quand même le leader en termes de fabrication de puces pour bénéficier des dernières technologies et des plus petites finesses de gravure. On apprend sans trop d'étonnement que c'est destiné plutôt aux plateformes mobiles chez Intel dans un premier temps. Plateformes mobiles qui ont une grosse contrainte qui n'existe pas de la même façon dans les plateformes de bureau, la contrainte énergétique et de place. Voilà, deux contraintes qui sont très importantes pour une plateforme mobile qui tourne en général sur batterie, donc avec une quantité d'énergie limitée, et aussi c'est mobile, donc ça doit être portable, transportable, et donc ça doit être petit, léger, voilà. Là où dans une plateforme de bureau, on a beaucoup moins ces problèmes, on est sur une alimentation secteur, avec des possibilités énergétiques beaucoup plus importantes, on est aussi sur des contraintes de taille qui n'ont rien à voir, on a énormément de place dans un boîtier, surtout boîtier standard format ATX, et en termes de poids, en termes de chaleur, tout ça, on s'en fiche un peu, on peut rajouter des ventilateurs, on a des solutions bien plus performantes, qui prennent aussi plus de place, qui consomment plus d'énergie, mais vu que c'est dans un boîtier qui est de base très grand, on s'en fiche un peu. Donc c'est vraiment étonnant, il y a
un genre de coopération en même temps d'être concurrent entre Intel et TSMC. Mais visiblement, TSMC a aussi des intérêts à le faire, hein, sinon on ne le ferait pas. Et visiblement avoir Intel comme client, c'est quelque chose qui a l'air très intéressant pour TSMC. On nous parle aussi dans un second temps chez Intel de faire profiter les plateformes serveurs de ces puces en 3 nanomètres. On verra d'ici là, effectivement, les plateformes serveurs qui sont aussi un sacré marché et un marché d'avenir, hein, clairement. Donc effectivement, ça peut aussi être un intérêt pour les plateformes serveurs qui sont en général les plateformes où le matériel coûte le plus cher, hein, de toute façon. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là, vu que c'est les matériels les plus chers, c'est aussi là où on fait le plus de marge. Donc pour les bénéfices, c'est plutôt pas mal. Et ça leur permettrait d'être un peu leader. Le petit point étonnant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas mention d'AMD dans tout cet article. On nous parle uniquement d'Apple et d'Intel, alors que AMD est quand même en collaboration assez étroite avec TSMC et jusqu'à maintenant bénéficie quand même grandement du savoir-faire et de la capacité de production de TSMC. Vraiment très étonnant qu'ils ne soient pas eux aussi dans la tête de file pour bénéficier de ces nouvelles technologies qui apporteront forcément un gain en termes de performance, mais aussi un gain en termes de consommation énergétique. Donc quasiment que du bon. Et aussi un gain en termes de place, donc potentiellement des plateformes plus puissantes. Que du bon. Donc pourquoi y renoncer, c'est assez étonnant. Mais forcément, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas dans les petits papiers d'AMD. Il faut mieux aller leur demander directement. Mais c'est vrai que je trouve ça étrange qu'il n'y ait aucune mention d'AMD dans cette news. Et que ce soit uniquement Apple. Apple, pas vraiment étonnant, mais Intel, à place de potentiel AMD. On continue sur des ventilateurs. Alors d'abord, petit warning, j'aime beaucoup Lianli, du coup je suis pas très objectif, mais tout de même, ces ventilateurs sont trop chers. Vous voyez, hein, même si je suis pas objectif, je les trouve bien trop chers. Mais sinon, ils sont très stylés d'un point de vue technologique. On est sur les ventilateurs AL120 de chez Lianli, des ventilateurs, voilà, comme ça, qui peuvent sembler très simples. On a du petit RGB, on est taille 120 mm. Jusque-là, pas de quoi casser 3 pattes à un canard, clairement. Mais le point très intéressant, c'est des petites glissières sur les côtés qui permet, on va passer au prix après, hein, qui permet, on les voit ici, de les enchaîner, de les mettre à suivre et du coup d'avoir un seul bloc avec plusieurs ventilateurs et à la fin un seul câble qui repart de ce bloc de ventilateur pour avoir une gestion simplifiée des ventilateurs mais aussi des câbles. Donc l'idée est quand même plutôt stylée, les petites glissières permettent de les accoupler et vous voyez on a des petites pins de contact qui permet du coup de faire le lien entre chaque ventilateur et d'avoir ensuite un seul câble qui part et qui permet de contrôler tous les ventilateurs, RGB, vitesse de rotation, tout ça, ça régale. Le point noir, c'est totalement le prix, vu qu'on est sur un ventilateur vendu à l'unité à 26,90 €, ce qui est très cher, clairement. Même pour des ventilateurs haut de gamme, on est seulement sur un ventilateur de 120 mm RGB. Donc 26,90 €, c'est très cher. Deuxième gros problème, c'est que déjà il coûte 26,90 € à l'unité, mais on est quand même sur un design qui n'est pas fait pour avoir un seul ventilateur, il est fait pour en avoir au moins 2 voire 3 qui sont du coup accouplés en un seul bloc. Et du coup, voilà, pas grand monde va acheter un ventilateur à l'unité, le but c'est quand même d'en avoir plusieurs. Il existe un pack où on retrouve 3 ventilateurs plus un boîtier de contrôle à 85 €, ce qui est encore et toujours très cher. Alors oui, on a le boîtier de contrôle avec, mais c'est quand même un peu
un peu embêtants. Oui, ils seront probablement très bonne qualité, aucun problème là-dessus. Très peu de chances d'être déçus en termes de performance, mais en rapport performance-prix, ça va être difficile d'être vraiment attractif. C'est plutôt réservé aux fanboys Lian Li. Même moi qui adore la marque, je ne suis pas prêt. Je ne suis clairement pas prêt à mettre ce genre de prix dans des ventilateurs. Déjà pour moi, un ventilateur qui coûte 20 € unité, déjà il faut les justifier. C'est ce prix de 20 € unité déjà. Et ensuite, je trouve déjà que c'est haut de gamme et que c'est cher. Alors, peut-être que je suis pas encore tombé sur les ventilateurs premium de l'infini, tout ça, hein, peut-être, mais j'ai du mal à voir l'intérêt de dépasser les 20 € unité. Et déjà, je trouve que c'est de l'ultra haut de gamme premium à 20 € l'unité. Sachant que énormément de ventilateurs de marques connues et de qualité de très correcte à très bonne sont entre 10 et 15 € unité. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu des prix des ventilateurs et par rapport à ceux-là, ceux-là sont quand même super chers. Par contre, ils sont bien lits, ils ont du très beau RGB, tout ça. On sera sur du très bon matos. Mais à ce prix-là, il vaut mieux parce que c'est quand même trop cher. On passe sur les supports de cartes graphiques et plusieurs petites versions. D'abord 2 versions. Voilà à quoi ça ressemble. Des versions qui permettent de supporter votre carte graphique si vous voulez la placer d'ailleurs à l'horizontale ou à la verticale. Hein, c'est un peu au choix. Là, on nous explique que c'est pour les cartes graphiques horizontales, mais en vrai, j'imagine qu'il y a moyen. Il doit y avoir moyen de bidouiller la chose. Non, il y a carrément moyen de la mettre, à la verticale aussi, hein, je pense. Donc, système très simple, hein, une petite tige qui peut être réglée sur la hauteur, des petits tampons en silicone de chaque côté et aucune vis, sinon aucun système de fixation, c'est juste posé. Donc votre carte graphique est posée et votre support est posé sur le cache de l'alimentation. Donc 2 versions avec des hauteurs différentes. Le premier classique va de 74 mm à 120 mm. La version mini va de 26 mm à 50 mm. Suivant si vous avez un boîtier taille classique, vous prenez le VC20. Si vous avez un boîtier plutôt micro ATX, là, le VC20 mini, du coup, qui est plus petit. Et voilà, une conception vraiment très simple, très sobre. Pas de prix malheureusement. J'aurais bien aimé savoir combien ça coûte. C'est quand même très simple. Pas de RGB. Hein. Là, on est vraiment dans un souci de fonctionnalité et pas spécialement de visuel. Hein. On a un objet vraiment très simple. Je me demande. Bon, parfois il y a des. Suivant le boîtier, la taille de la carte graphique, si vous avez vraiment une carte graphique, effectivement, un petit support pour éviter qu'il y ait trop de force exercée au niveau du connecteur, on peut avoir un intérêt effectivement. Après, si vous n'avez pas une grande carte graphique, en vrai non, on s'en fiche un peu. Donc je me demande s'il y a vraiment beaucoup de gens qui utilisent des supports pour des cartes graphiques. Quand on arrive aux cartes graphiques avec 3 ventilateurs, on peut sentir l'utilité en fonction de son boîtier. Maintenant, on a même des boîtiers qui ont des petits supports intégrés au boîtier. Hein. Donc à voir, mais c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent et qui se disent instantanément il me faut un support pour ma carte? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des objets qu'on voit de plus en plus. Et maintenant, quasiment toutes les marques veulent faire leur petit support, plus ou moins simple, plus ou moins élaboré. Là, on est quand même sur une version très classique et très sobre et simple. Pour les gens qui veulent mettre un peu de RGB dans leur vie, Jonesbo a pensé à vous. Après les VC20, on a les VC30.
Et voilà, on va chercher deux coloris et surtout du RGB. Encore une fois, pas vraiment de système de fixation, hein. On est encore sur un objet qui a l'air d'être posé sur le cache d'alimentation. Et voilà, hein, ces petits trucs qui se dévissent et qui se revissent pour les resserrer, qui permettent du coup de faire le support pour votre carte graphique. Là, on est sur des versions plus grandes, hein, vous voyez, 223 mm de hauteur. On est aussi sur des matériaux un peu plus nobles, on a de l'aluminium et surtout une bonne grosse dose de RGB qui se fera via un connecteur 5 volts RGB à 3 broches que vous pourrez brancher sur votre carte mère pour avoir le contrôle sur le RGB. Donc c'est plutôt... en vrai, l'objet est plutôt marrant, plutôt sympa. Encore une fois, on n'a pas le prix, j'aurais bien aimé savoir le prix. Il faut savoir que dans les supports, on peut aller de prix qui paraissent ok tiers, hein, dans les 10-15 euros, voire parfois un peu moins pour des supports très simples. Mais on peut aussi aller sur des trucs qui ont vraiment aucun sens, hein, avec des supports parfois qui sont aux alentours des 100 euros, voire plus. Et là pas trop. Voilà, il faut vraiment faire quelque chose qui va être exposé et vu par plein de gens pour se dire que il faut mettre aussi cher dans un support. Donc à vous de voir, mais je suis très curieux de savoir si beaucoup de gens utilisent ce genre de support. N'hésitez pas à vous faire connaître les gens qui utilisent les supports et me dire pourquoi vous les utilisez. Si c'est juste dans un souci d'esthétique ou si c'est parce que vous avez trop peur des forces exercées au niveau du connecteur. Je suis très curieux. En tout cas, plutôt joli et plutôt bien réussi en termes de design, ce support. Et malheureusement, pas de prix. J'aurais aimé avoir un prix. On finit avec les cartes graphiques et d'abord les cartes graphiques chinoises. Petite info, petite rumeur, je sais pas trop comment le prendre, mais prenez-le quand même avec des pincettes. Oui, oui. On nous parle ici de deux modèles de cartes graphiques, la Jinja Micro JM 9231 et la Micro JM 9271. En termes de données techniques, on nous balance plein de choses. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Seul truc que j'ai envie de vous ressortir sans perdre tout le monde, c'est qu'en gros, on nous annonce le modèle 9231 comme étant le moins puissant et comme étant proche d'une 1050 tout en étant légèrement supérieur. Voilà comment ils le vendent. Et le deuxième modèle, ils l'annoncent comme étant à peu près équivalent à une 1080, mais légèrement inférieur. Et après, on nous balance plein d'informations un peu à prendre avec énormément de pincettes, notamment une présence de mémoire HBM2 sur la version qui serait proche de la 1080. J'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Les mémoires de type HBM2 sont des mémoires qui coûtent très cher, qui sont ultra performantes et qui sont à l'heure actuelle réservées à du matériel professionnel ultra premium. Donc rien à voir avec ce qu'on a dans nos cartes graphiques gaming, même dans les dernières générations. Et là, on est sur des équivalents 1080, un peu étonnant. Mais on ne sait jamais, hein. Avec les Chinois, on ne sait jamais. On a très très peu d'informations. Vraiment très très peu d'informations sur le matériel utilisé réel à l'intérieur. Ça, c'est le vrai point noir sur ces infos. Après, on sait, hein, la Chine, ils sont capables de faire énormément de production, de s'adapter très rapidement et de s'engouffrer dans des marchés qui ont une forte demande, comme ça peut l'être à l'heure actuelle pour les cartes graphiques. Et c'est un peu marrant et paradoxal, parce que bien sûr, beaucoup de cartes graphiques sont parties en Chine, surtout au moment où les cours des crypto-monnaies étaient au plus haut et au moment où la Chine n'était pas encore en train de faire la chasse aux mineurs de crypto-monnaies. Donc beaucoup de cartes dernière génération, notamment des Nvidia RTX 3000, sont parties en Chine pour aller miner de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est un peu différent vu que la Chine a un peu viré tout le monde dehors et du coup,
les entreprises qui minaient de la crypto-monnaie ont dû se délocaliser dans des pays qui les acceptaient et dans des pays qui ont aussi une énergie la moins chère possible, hein, parce que c'est un des grands points importants pour miner de la crypto-monnaie, c'est payer son énergie la moins chère possible, vu que ça consomme beaucoup d'énergie. Et maintenant, la Chine voudrait alimenter le monde en cartes graphiques gaming après s'être accaparé une grande partie des cartes dernière génération, mais les alimenter avec des cartes graphiques qui ne sont pas du tout au niveau des dernières générations, hein, parce qu'on parle quand même d'équivalent 1050 et 1080, des cartes qui sont quand même sur des générations passées et qui commencent à être un peu anciennes. Mais en vrai, alors la 1050, ça peut paraître un peu léger, on va pas se mentir, peut paraître un peu léger. À 1080 par contre permettrait en gros d'avoir une bonne expérience de jeu, surtout en Full HD sur à peu près tous les titres. Donc un gros point intéressant quand même, proposer une expérience de jeu en Full HD, haute qualité et fluide. Si derrière on peut aller chercher une grosse production et donc une grosse disponibilité et des prix tirés vers le bas, là où c'est pas du tout le cas sur le marché des cartes graphiques, et aujourd'hui on est quand même sur une recherche de disponibilité qui se fait petit à petit mais qui est encore en galère, et des prix qui sont encore loin d'être tirés vers le bas et qui sont tout juste en train de redescendre après être montés très très haut. Donc forcément il y a un gros coup à jouer de la part de la Chine. Après tout dépendra du timing, parce que du coup faut les sortir dans pas trop longtemps, hein. Il y a un moment où ils vont rétablir les choses sur le marché des cartes graphiques et on aura une vraie disponibilité. Et dans ces cas-là, il faudra être encore plus attractif en termes de prix pour venir conquérir des clients qui pourraient du coup se tourner vers des cartes dernière génération qui sont plus performantes. Et voilà, il faudra un prix intéressant, il faudra une disponibilité mondiale et pas juste se dire qu'ils vont inonder le marché chinois. Alors oui, le marché chinois est énorme et peut permettre de très bien vivre, mais pour être une vraie manufacture de cartes graphiques, il faut convaincre le monde entier, il faut convaincre des gamers PC du monde entier que eux portent haut les couleurs de cette marque et en fassent sa promotion. C'est aussi ça le milieu du gaming, c'est voilà, c'est les influenceurs, les grands joueurs, les grands streamers qui parlent de leur matériel et en disent du bien, et c'est aussi ça qui fait vendre des produits aujourd'hui. Donc il faut être plus que juste dire nous on fait des cartes qui sont pas si mal que ça. Il faudra être présent sur plein de points. Ils ont clairement des choses à faire. On connaît la force de frappe de la Chine. S'ils s'y mettent vraiment à fond, ils peuvent faire des trucs. Après, à voir en quelle taille, en quelle finesse de gravure sont les puces et combien ça consomme réellement, même si là on nous annonce des consommations plutôt très faibles. Il faut voir, il faut remettre ça, il faudra tester le matériel et à partir de ce moment-là on pourra se faire une vraie idée. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses à jouer en ce moment sur le marché des cartes graphiques. Si on est capable d'un peu se démarquer des problèmes actuels, c'est-à-dire un manque de disponibilité et des prix qui sont tellement élevés que la plupart des gens ne peuvent juste même pas imaginer se payer une carte graphique, il y a des trucs à faire. Et d'ailleurs, on va y passer tout de suite, hein, on va voir qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est très compliqué de se payer une carte graphique. On a la première carte, la moins chère, on avait une 1660 dans la journée, mais visiblement elle n'est plus disponible. Du coup, on repasse sur la Asus 2060 à 500 €. On la connaît bien, elle est souvent là. Ensuite, on a un peu plus de modèles en dessous des 1000 €, mais juste un peu plus, vraiment un tout petit peu plus, pas beaucoup plus. Parce qu'on a cette MSI 6700 XT à seulement 860. Non, c'est pas un bon prix. Toujours pas. Mais c'est la moins chère des 6700 XT actuellement disponible. Pour vous dire les problèmes. Mais on a aussi une 3070 de chez MSI à 950 €. Enfin, une 3070 à moins de 1000 € disponible à une heure avancée, hein, parce qu'il y a eu beaucoup plus de cartes disponibles dans la journée qui partent. Souvent, les cartes au prix les plus intéressants et les cartes en dessous de 1000 € partent très vite dès qu'elles ne sont pas à des prix abusés. Plutôt dès qu'elles ne sont pas à des prix ultra abusés, pour être plus clair.
Donc voilà, on a quelques références quand même un peu plus que d'habitude en dessous des 1000 euros, avec comme d'habitude notre barre des 1000 euros en la présence de la carte 3070 de KFA2. Voilà, cette carte qui coûte 1000 euros et qui devrait aussi être moins chère que ça. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a une 3080 incroyable, on a plus d'une 3080. D'habitude, on a toujours celle-là, la Asus, qu'on connaît bien à 1600 euros, ce qui est extrêmement cher pour une 3080. Aujourd'hui, visiblement, MSI a fait le plein de stock, a envoyé des cartes à Top Achat, et Top Achat se fait un plaisir de les vendre. Et on a des 3080 de chez MSI en LHR, donc elles sont bridées, elles n'intéresseront pas les mineurs de crypto-monnaie. Et elles sont à 1400 euros, ce qui est aussi très très cher, malheureusement, mais toujours moins cher que la Asus Gundam qu'on a tant l'habitude de voir. Elle aussi une 3080 et pourtant 200 euros plus cher à 1600 euros. Donc voilà, hein, toujours un peu compliqué. Ensuite, on a les 3080 Ti à partir de 1700 euros avec la palette, mais on en a aussi des plus chers, hein, comme d'hab. La Zotac qui est au même prix, mais la Gigabyte qui est 50 euros plus cher. Pourquoi pas? On en a qui sont encore plus chers, hein, toujours. La moins chère des 6900 XT, la Saphir Nitro Plus, encore et toujours la même, 1770 euros. Voilà, un prix toujours très élevé, mais ça reste la moins chère des 6900 XT parce qu'il y en a des bien plus chers. Hein, voilà, une 6900 XT, mais là aussi, et là encore. Et ensuite, les 3090 KFA2 à partir de 2200 euros. Et bien sûr, la même, encore et toujours, j'imagine, la Asus Gundam. Tout à fait, la Asus Gundam, hein, qui reste l'indétrônable carte la plus chère en stock, une 3090 Asus en collab avec Gundam, donc 2900 euros pour ce petit bijou. Est-ce que quelque chose justifie en termes de performance un prix aussi élevé? Bien sûr que non. La seule chose qui justifie un prix aussi élevé, ça peut être que votre amour pour les Gundam, clairement. Parce qu'à ce prix-là, on préférait avoir tout un PC plutôt que juste une carte graphique, effectivement. Mais c'est bien le prix affiché en boutique sur cette 3090 Gundam de chez Asus. Donc voilà, même constat, beaucoup plus de références qu'à une époque. Clairement là-dessus, on est bien loin des temps où on avait seulement 10 cartes en stock. C'est plus le cas. Vous voyez, on a quand même pas mal de références. Malheureusement, la grande majorité de ces cartes en référence sont disponibles à partir de, on peut même dire 1500 euros, hein, quasiment. Très peu de cartes en dessous de ce prix-là, vous voyez. Et encore une fois, les premiers prix, d'abord 500 euros pour une 2060, qui n'est pas du tout dernière génération. On n'est même pas sur une 2060 super, on est sur une 2060 classique. Ou alors 860 euros pour une 6700 XT. Donc des cartes encore bien trop chères, des premiers prix qui sont encore trop loin d'être abordables. Et forcément, c'est toujours et encore un peu triste. On espère que ce sera mieux au moins d'ici la fin d'année, qu'on ait un début de beaux jours et de prix corrects sur des cartes. J'attends que ça, mais effectivement à l'heure actuelle, ce n'est encore toujours pas le cas. Et on espère que ça s'inverse. Voilà, on a fini le programme du jour. Je vais pour une fois prendre un peu de temps pour faire une petite conclusion, vu que c'est le dernier point Actu Hardware, en tout cas de manière quotidienne. Du coup, c'était très bien, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça, j'ai appris plein de trucs et ça m'a passionné, hein, de présenter ces actualités tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi. On a vu plein de trucs divers et variés, j'ai essayé de prendre un peu le meilleur de l'actualité sans forcément être dans la répétition de tout le temps les mêmes choses, même si forcément pour les cartes graphiques, voilà, hein, le constat a été souvent le même. C'est quand même un point important et il fallait le rappeler, sinon j'ai essayé de diversifier un maximum. J'espère que pour les gens qui ont suivi, vous avez pris du plaisir aussi. Pour l'instant, je n'ai aucune idée si on aura, si je ferai une saison 2. Si je fais une saison 2, ça commencera probablement à la rentrée.
mais aucune idée de si je continue ce genre d'exercice, même si j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, hein, j'ai pas eu tant de spectateurs que ça, et du coup je me remets en question, je me pose des questions, et, euh, et je sais pas, on verra. Je tiens à vous préciser tout de même que même si pendant l'été il n'y a pas ce point actu hardware quotidien, surtout pour vous YouTube, euh, on en aura des ponctuels que je mettrai aussi sur YouTube parce que je pense à vous YouTube. Euh, et si vous aimez, le mieux c'est quand même de venir en live. Donc pour ça, le mieux c'est de lâcher un petit follow, comme ça vous êtes au courant, ou de rejoindre le Discord ou les réseaux sociaux. Ça, vous avez les petites infos de quand je suis en live et de quoi va parler mon live. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je suis sûr que j'avais encore plein d'autres trucs, mais j'oublie tout parce que c'est la fin. Euh, Sinon, le live ne s'arrête pas non plus pendant l'été. Je vous invite, si vous aimez le jeu vidéo en tout genre, et les gens qui sont pas forcément très forts, mais qui essayent tout de même de venir aussi voir pour du jeu vidéo et discuter, hein. On peut discuter de tout, même en jouant à des jeux vidéo. Il n'y a aucun problème. J'adore l'échange. C'est aussi pour ça je suis, euh, que je suis venu sur Twitch, hein. C'est pour avoir des échanges en direct avec des gens qui regardent, et voilà, débattre, échanger des opinions, s'aider, tout ça. Si vous avez des questions sur la tech, le hardware, sur des configs, tout ça, je vous invite à aller faire un tour sur mon Discord et poser toutes les questions que vous voulez. Je me ferai un plaisir d'y répondre, et si c'est pas moi, ce sera d'autres personnes qui seront tout aussi, tout aussi au courant que moi, et tout aussi performants dans les réponses. Et, et en tout cas, je voulais vous remercier. Merci à tous les gens qui ont regardé, que ce soit les spectateurs en live sur Twitch, mais aussi les gens qui regardent les vidéos sur YouTube, que ce soit des gens réguliers ou des gens qui tombent au pif dessus et qui restent quelques minutes. Il faut savoir que voilà, ça prend quand même beaucoup de temps, même si ça procure pas mal de plaisir. Ça prend beaucoup de temps, et forcément, et bah, avoir des retours positifs et constructif, pas que positif, hein. D'abord constructif, positif c'est encore mieux, mais d'abord constructif, c'est juste, c'est juste qu'on gagne, donc c'est la meilleure des choses. Et voilà, hein, j'espère vous voir un jour faire un tour sur le live, et n'hésitez pas à faire un petit coucou, hein, ça fait toujours plaisir. Et on verra s'il y a le retour ou pas à la rentrée, si on maintient le truc, ou si ça s'arrête. Tout ça est encore en réflexion. Comme d'habitude, si vous avez des retours à faire pour m'aider à progresser, ne vous en privez pas. Le chat, les MP, les commentaires sur YouTube, je prends tout et je répondrai à un maximum. Et pour finir, je vous remercie encore une fois, parce que ça soit du live ou des vidéos YouTube, et bah, sans public, sans spectateurs, sans viewers, et bah, ça n'existerait pas. Donc merci à vous d'être là. C'est aussi grâce à vous que je peux faire ça. Sinon, ce serait un peu bizarre. Ce serait juste moi qui m'enregistre pour moi. Ça serait quand même bizarre. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec moi, et j'espère qu'on se retrouvera à la rentrée, même si c'est pas sûr. J'espère tout de même. Merci YouTube.